Donc, bonjour à tous. Donc, ce matin, nous allons parler de smart mobility en milieu rural. Donc, se poser la question du est-ce que c'est quelque chose d'utopique ou une réelle opportunité pour nos territoires ruraux? Euh, pour ce faire, j'ai invité quelques personnes à venir parler avec moi et pas des moindres. Donc, aujourd'hui, nous avons Aude, je ne sais jamais très bien comment prononcer le prénom, j'en suis désolée, Audun Audun. Ou d'une. Odin, voilà. Bruns, qui est échevin à la commune de Bassange, échevin mobilité. Il est diplômé en sciences politiques de l'Université de Liège et aussi conseiller pour le ministre-président de la Fédération Wallonie-Bruxelles. Donc, Odin sera là pour représenter le point de vue des communes rurales et semi-rurales. Ensuite, nous avons François Alain, qui est le cofondateur de Stumlink, qui est une start-up qui propose des solutions de mobilité verte aux villes et communes, qui lui représentera le point de vue du secteur privé. Et pour finir, nous avons Diego Egermont, qui travaille à l'Espace Mobilité et qui a une expertise sur les nouvelles formes de mobilité, expérience qu'il a eue notamment grâce à ses expériences précédentes au sein de la STIB. Mais avant de rentrer dans le vif du sujet, je voulais quand même vous faire une petite introduction théorique à la thématique. Donc, quand on parle de mobilité en milieu rural, il faut se demander, mais qu'est-ce qu'un milieu rural? Donc, moi, je me suis basée sur la définition de la DGO3, qui est elle-même basée sur la définition de l'OCDE, qui dit qu'en gros, un milieu rural est un endroit où la densité de population est inférieure à 150 habitants par kilomètre carré et où 80% de sa surface totale est couverte par des espaces ruraux. Donc, comme vous pouvez le voir sur la carte de la Wallonie, ça fait pas mal d'endroits en Wallonie qui sont considérés comme ruraux. Et même dans les endroits qui ne sont pas ruraux, il y en a qui peuvent être considérés comme semi-ruraux, comme c'est le cas avec la commune de Bassange. Alors, qu'est-ce qui a défini la mobilité en milieu rural? Euh, Depuis surtout la fin de la Deuxième Guerre mondiale, on voit un phénomène qui se développe en, en Belgique et en Wallonie, qui est l'étalement urbain. Donc, c'est-à-dire que comme on a eu accès à la voiture, les gens sont allés vivre en dehors des centres urbains. Et petit à petit, les villes ne sont parties donc d'un petit centre qui s'est étalé pour vraiment se disperser. Et donc, ce qui fait que, euh, comme les gens sont allés, beaucoup de personnes sont allées vivre en dehors des centres urbains, on a commencé à observer une diminution de la mixité de fonctions dans ces zones, une réduction aussi de la densité de personnes et de services proposés, ce qui fait que, du coup, le rôle de la voiture s'est encore renforcé. Euh, on observe aussi deux phénomènes en simultané. Donc, d'une part, on voit qu'en milieu rural, il y a une population vieillissante parce que beaucoup de personnes vont travailler en ville ou à d'autres endroits. Et donc, à force, en raison de cette inaccessibilité qui s'est créée des aires, donc il y a une population vieillissante, des frais plus élevés en matière de déplacement, puisque la voiture, il faut non seulement payer l'essence, mais il y a tous les autres frais autour. Et il y a aussi un risque d'exclusion sociale pour les personnes qui justement n'ont pas de voiture et ne savent pas participer aux activités de la vie quotidienne qui sont en dehors de nos campagnes. À côté de ça, on voit qu'il y a un autre phénomène. On voit qu'il y a la cohabitation donc, entre la population rurale qui est née là et ce qu'on appelle la population néo-rurale. Donc, ce sont les gens qui, eux, quittent la ville pour avoir leur coin de verdure, mais qui amènent aussi, on va dire, leur mindset urbain en zone rurale. Et donc, ce qui mène encore plus à une diminution de la mixité de fonctions, étant donné que les territoires ruraux ont tendance à devenir des dortoirs. Et de manière plus globale, l'utilisation de la voiture intensive a des conséquences environnementales, économiques et sociales. Alors, qu'est-ce qu'on peut y faire?
la bonne nouvelle, c'est que dans la stratégie régionale de mobilité qui est sortie l'année passée, la région wallonne a indiqué vouloir garantir à tous, et en particulier aux habitants des zones rurales, une accessibilité aux biens et services, tout en réduisant drastiquement et simultanément le nombre d'accidents de la route et le nombre de kilomètres d'embouteillage, ainsi que de réduire 40% des émissions de gaz issues du secteur du transport. Mais bon, c'est bien, mais en pratique, comment ça peut être fait? Et donc, la question se pose du « est-ce que la Smart Mobility peut aider ?» Et c'est d'ailleurs le débat qui se pose aujourd'hui. Alors, la Smart Mobility, ça peut être beaucoup de choses. Nous basons généralement sur deux définitions. Donc, la première qui dit que la Smart Mobility ou mobilité intelligente et durable regroupe l'ensemble des solutions visant à exploiter de la manière la plus optimale possible les infrastructures, les véhicules et le matériel pour faciliter la mobilité des individus. Ou, un peu plus académique, la mobilité intelligente est un concept large qui facilite la transition durable d'un territoire en optimisant les services de transport, tout en tenant compte des enjeux technologiques, sociétaux, économiques et environnementaux. Ce qui est très important dans ceci, c'est comme vous pouvez le voir sur le petit schéma ici, qui définit la relation entre le smart et le sustainable. Pour nous, l'aspect smart fait vraiment partie de l'aspect durable. Donc, celui-ci aide à rendre plus durable, mais n'est pas une fin en soi. Et donc, quand on parle de smart mobility en général, on pense à ces aspects, à ces 4 tendances. Donc, la mobilité électrique, la mobilité partagée, que ce soit les voitures, les vélos, les trottinettes, la mobilité connectée, donc l'information en temps réel qui nous permet de localiser, de nous déplacer en ayant toutes les informations dont il faut tenir compte, et la mobilité autonome qui permet de se déplacer sans conduire. Évidemment, si le débat aujourd'hui devait être est-ce que ces solutions sont applicables telles quelles au milieu rural? Évidemment, non. Mais par contre, on voit des alternatives se développer. Et donc, c'est ici la première base de réflexion que j'aimerais poser. De se dire que d'un point de vue technologique et faisabilité, ces solutions peuvent être appliquées en milieu rural ou semi-rural, mais d'une autre manière. Donc, par exemple, beaucoup plus basé sur la collectivité, par exemple, en termes de mobilité électrique, les gens peuvent installer chez eux, via leur employeur parfois, aussi des bornes de recharge qui peuvent être partagées entre voisins. Pour la mobilité partagée, on voit des partages de vélos, mais qui sont gérés par une communauté locale. Il y a l'exemple, par exemple, du FlexiTech, où c'est un transport à la demande qui est aussi basé sur le contexte vraiment local, le partage de véhicules entre particuliers. La mobilité connectée, ici, c'est une capture d'une société qui s'appelle Shuttle, qui opère dans différents pays européens. Et là aussi, ils font de la mobilité à la demande via une application, mais qui est basée sur des chauffeurs actifs dans le milieu local, des citoyens entre eux d'une même région. Et là, c'est un peu plus loin, mais on pourrait imaginer aussi la mise en place de solutions autonomes, notamment pour la logique du premier et dernier kilomètre, là où les transports publics conventionnels ne savent plus y aller. Actuellement, évidemment, on voit que les véhicules autonomes qui se développent sont aussi très lents, donc ça ne pourrait pas apporter une solution, mais dans un moyen et long terme, c'est quelque chose qui est tout à fait envisageable. Alors, on va directement passer dans le vif du sujet, parce que c'est la discussion qui est le plus important. Donc aujourd'hui, pour discuter de la Smart Mobility en milieu rural ou semi-rural, nous allons aborder 3 points différents. Donc, le financement de ces solutions, les changements de comportement donc au niveau individuel, et un débat entre, on va dire, l'œuf ou la poule, entre l'aménagement du territoire et la mobilité. Donc, avant de passer la parole à nos orateurs, pour vous indiquer, le chat
va être ouvert. Et donc, logistiquement, c'est vrai que c'est un peu compliqué de laisser la parole à tout le monde, mais n'hésitez pas à mettre vos questions dans le chat. Et nous les intercepterons en vol pour nos orateurs ou nous les reprendrons pour vous y répondre à un autre moment. En plus de ça, ce qui est toujours une fonction un peu didactique, comme vous pouvez voir sur la capture d'écran ici, vous avez la possibilité, quand nos orateurs parlent, de donner votre avis. Donc, si vous êtes d'accord avec quelque chose, confus, si ça va trop vite pour vous. Donc, n'hésitez pas à utiliser ces fonctionnalités. Et de mon côté, j'essaierai, avec l'aide de Cécile, de répondre au mieux à vos potentielles questions et remarques. Donc, la première question de laquelle j'aimerais beaucoup débattre, c'est quel type de financement sont envisageables pour mettre en place des solutions Smart Mobility en milieu rural? Parce que même si d'un point de vue technologique, les possibilités existent, ce n'est pas toujours évident de les financer, sachant que nos communes ont aussi une réalité budgétaire assez forte. Donc, je vais peut-être commencer par donner la parole à François de Stoomlink, et alors je passerai aux autres orateurs après. Bonjour, merci. En matière de financement, donc il y a évidemment l'ensemble des programmes publics et des financements publics à l'échelle évidemment plutôt de la région et des programmes comme on va en parler évidemment de l'axe digital de la mobilité, mais des programmes comme Digital Wallonia où les ambitions de les smart régions peuvent être quand même une bonne opportunité pour des plus petites entités d'avoir accès à des fonds. Une piste qui est intéressante et que vous avez déjà évoquée et qui, je pense, va revenir tout au long des 3 thèmes de la journée, c'est celle aussi des communautés locales. C'est celle de la possibilité d'activer des communautés et donc à l'échelle d'une commune ou de plusieurs communes, de mettre ensemble les moyens, mais aussi les citoyens éventuellement, pour créer des petits hubs de connexion multimodaux. On aura l'occasion, je pense, d'y revenir tout de suite, qui vont véritablement avoir un impact sur la mobilité et sur l'accessibilité. Quoi qu'il en soit, en matière de financement, ce n'est pas nécessairement très lourd à nouveau. Alors, il y a toute la question des infrastructures qui est évidemment beaucoup plus long terme et qui peut amener des besoins de financement beaucoup plus importants. Mais il y a énormément qu'on peut faire, et on va en parler tout de suite, dans ce qui va provoquer des changements de comportement au niveau du digital et de la mise à disposition d'une bonne information. Or, là-dessus, il y a énormément de solutions et de plus en plus qui existent, qui sont à des coûts qui sont franchement réduits, basés sur des technologies open source dont le code est disponible, ou qui sont développés par des plus grandes agglomérations et partageables après coup. Donc, il y a moyen d'avoir un vrai impact sur le comportement en utilisant l'outil digital qui permet de construire des solutions innovantes à des coûts moindres. Et en la matière, je serais particulièrement attentif d'éviter de mettre énormément de moyens à réfléchir à quelque chose de très théorique, d'articulé, de très très long terme, sans régulièrement tester en pratique. Et donc, les partenariats publics-privés sont évidemment hyper intéressants pour ça, pour arriver à, avec un petit budget, essayer de tester une solution très rapidement. Je pense qu'en matière mobilité, il y a moyen de tester des choses en quelques mois et voir si ça a véritablement un impact et si ça accroche avant d'éventuellement essayer de dérouler un budget de plus long terme. Voilà. Ça, c'est quelques éléments de mon côté. D'accord, merci. J'aurais peut-être aimé avoir l'avis d'Audune, sur ceci, éventuellement pour rebondir ou mettre en place ou mettre en avant d'autres pistes. Merci Audrey. Effectivement, ce qui vient d'être dit est intéressant, notamment par rapport à la constitution de hubs multimodaux entre différentes communes. Mais effectivement, c'est un des nœuds du problème dans la réflexion et dans la concrétisation des projets de Smart Mobility, c'est les engagements financiers. Je parle dans mon cas, je suis une commune de moins de 10 000 habitants, entourée de communes un peu plus importantes avec une petite ville qui est visée pour ceux qui connaissent en Basse-Meuse. Les moyens à mettre sur la table cas échéant ne sont évidemment pas les mêmes. Et donc, on constate qu'à l'heure actuelle, les communes travaillent beaucoup
par principe d'opportunité offerte par la région wallonne en matière d'investissement, parce que des communes plus modestes n'ont pas les marges budgétaires à elles seules suffisantes que pour engager des grands projets de smart mobility. Et je prends des exemples très concrets. Ma commune, c'est un budget de 10 millions d'euros plus ou moins, avec quasiment 8 millions et demi de frais fixes. Quand on veut réellement créer des effets de levier au niveau de la mobilité, il faut pouvoir engager des sommes tout à fait conséquentes. Et dans ce cadre-là, les communes, effectivement, vont suivre, à mon avis, dans une certaine mesure, ce qui est souhaité et mis en place à travers les appels à projets de la région wallonne pour pouvoir développer ces éléments-là. Nous l'avons fait notamment par l'appel à projet Territoire intelligent. On en a profité pour agir sur une zone bien définie, un quartier bien défini de la commune et la rendre intelligente, notamment au niveau de la mobilité. D'accord. Et j'aurais juste voulu avoir justement ton avis par rapport à l'option qui a été mise en avant juste avant par rapport au partenariat public-privé, parce que moi, je ressens aussi souvent que quand je parle, on va dire, à des plus grandes villes, c'est quelque chose sur lequel on réfléchit, mais que dans les plus petites communes, on y est encore réticent. Est-ce que je me trompe? Et si je me trompe pas, pourquoi? En fait, c'est pas tant qu'on y est réticent, mais souvent les propositions qui existent de la part du secteur privé, on les écoute, on les entend, et de toute façon, on passe par le secteur privé dans des petites communes pour pouvoir mettre en place, par exemple, des applications mobiles de covoiturage, etc. On ne pourra pas gérer ça au niveau de communes rurales ou semi-rurales. Mais je pense que le principe, du côté du privé, il y a aussi un intérêt beaucoup plus grand que de travailler dans des villes moyennes, voire des grandes villes, parce que évidemment, c'est des projets d'envergure qui rentrent plus concrètement avec les développements des produits qu'ils proposent, en fait. Donc, je crois qu'il doit aussi y avoir, je pense que le secteur public va faire un pas naturel vers le secteur privé, mais le secteur privé pour les communes rurales doit aussi pouvoir s'adapter et proposer des produits qui soient adaptables à des scénarios à plus petite échelle. Je pense notamment à une application mobile d'écovoiturage qui avait été développée par l'Université de Liège. On l'attendait beaucoup dans ma commune, notamment pour pouvoir utiliser à plein tube, je veux dire, le parking d'écovoiturage qu'on a fait en partenariat avec la province. Et force est de constater qu'au niveau du coût, par rapport au potentiel utilisateur, c'est extrêmement complexe pour une commune comme la nôtre de pouvoir rentrer dans le système proposé. D'accord. Diego, je ne t'oublie pas, mais je trouve ça intéressant d'avoir le point de vue des deux côtés. Et donc, est-ce que, François, tu aurais quelque chose à ajouter par rapport à, évidemment, le fait que les plus petites communes ne rentrent pas toujours dans le modèle des sociétés et du secteur privé? Est-ce que tu vois des solutions se dégager ou des possibilités pour remédier à cela? Oui, je suis pas persuadé, pour être honnête, on en discutera tout de suite dans ce qui va changer vraiment les comportements, mais je suis pas persuadé que chaque commune doit traiter ça individuellement et qu'il y a une certaine masse critique nécessaire, tant pour que ça ait du sens, puisque finalement, avoir une commune isolée qui serait super accessible et qui développe un point mobilité et qui offre plein de systèmes de voitures partagées, par exemple, mais qui n'est pas du tout interfacé avec le reste, ça va être très compliqué, quoi. Et donc, je pense que de toute façon, il y a une masse critique pour organiser, pour organiser un peu l'offre de transport et la demande. Il va falloir à un moment, si on veut recourir en matière de plus d'infrastructures à des fournisseurs de services mobilité ou quoi, il va falloir leur garantir un certain niveau de demande pour que ce soit justifiable pour eux. Donc ça, c'est quand même un des éléments. Et typiquement, alors
à voir comment, dans la réalité de chaque contexte et territoire, comment ça peut s'inscrire, mais c'est ce genre de logique, par exemple, que la métropole de Liège met en jeu, y compris pour une ville aussi grande que Liège, quoi. Ils ont malgré tout décidé que leur politique mobilité se jouerait à l'échelle de la métropole, donc en allant chercher toutes les communes environnantes et de la banlieue. Donc ça, cette masse critique-là, je pense qu'elle est très nécessaire pour avoir des changements de comportement. Elle est du coup aussi une façon de mutualiser les moyens. Je l'ai dit, il y a franchement beaucoup de choses et de plus en plus qui existent, qui sont à des coûts aussi, enfin voilà, de plus en plus faibles, et les barrières à l'entrée du digital sont de plus en plus basses. Je pense que sur du un peu plus long terme et avec un peu d'ambition et à nouveau des programmes comme Smart Région, des choses comme ça, si la région investit dans des logiciels qui sont open source et qui sont réutilisables, par exemple, et clairement des chartes comme Digital Wallonia aident, puisqu'elles obligent les fournisseurs de services à une certaine interopérabilité, ouverture, évolutivité, mais ça va permettre en fait de lever ces dernières barrières à l'entrée, et puis, in fine, à des plus petites communes, des plus petites entités, d'avoir recours à cette boîte à outils. Voilà, ça, ce sont des choses qui sont assez intéressantes. C'est quelque chose que la STIB et la région de Bruxelles, par exemple, font pareillement, d'essayer de réfléchir à une architecture, vraiment une boîte à outils pour le Mobility as a Service, le MaaS, le fameux MaaS, qui peut être après, enfin, y compris d'ailleurs une application marque blanche, etc., qui vont pouvoir être utilisées par différents acteurs, quoi. Voilà. On aura, à mon avis, l'occasion d'aborder ceci dans la question après qui va suivre. J'aurais juste voulu, avant de clôturer ceci, avoir aussi l'opinion de Diego. Donc, sur ce qui a été dit, ou s'il pense à d'autres pistes de financement. Oui, bonjour à tous. Diego Eguermont du Bureau d'études Espace Mobilité. Moi, je voulais rebondir sur ce que François vient de dire. Et effectivement, il parlait des produits marque blanche, etc. Je pense qu'il y a quelque chose. Je ne suis pas un expert de comment aller chercher des financements pour vos projets. Par contre, il y a des choses qui peuvent être faites pour éviter de dépenser de l'argent ou pour faire des économies. Je pense à deux choses. Et donc, le lien avec ce que François vient de dire, c'est tout ce qui est open. Donc, tout ce qui est outils cartographiques qui sont ouverts, qui ont été créés par d'autres. N'hésitez pas à aller regarder ce qui existe déjà et à les puiser là-dedans. Je ne sais pas si vous connaissez la Fabrique des mobilités en France, mais en fait, ils développent toute une série d'outils qui peuvent être utilisés de manière ouverte et gratuite. Donc l'objectif vraiment, c'est si vous ne trouvez pas votre bonheur ailleurs gratuitement, si vous devez le créer pour votre commune, n'hésitez pas à faire en sorte que cet outil ou cette plateforme ou autre soit après partageable à d'autres acteurs. Ça, c'est une première chose. Et la deuxième chose, on a un petit peu évoqué, c'est la mutualisation. Je pense que la mutualisation peut aussi apporter énormément d'économies à la fois financières, mais d'espace aussi, par exemple. Et je pourrais prendre deux exemples. Le premier, c'est le stationnement. Le stationnement prend énormément de place. On a dans les années précédentes créé des énormes parkings, que ce soit pour des bonnes ou pour des mauvaises raisons. On a créé des parkings, par exemple, dans les supermarchés, etc., qui sont souvent très utilisés le soir ou le week-end, mais en semaine sont rarement utilisés. Ben, pourquoi pas mutualiser ces places pour faire du covoiturage ou ce genre de choses-là. Et la deuxième chose, c'est mutualiser ce que vous pouvez mutualiser en termes de véhicules. Et donc, pourquoi pas, par exemple, mettre en place le partage que ce soit des vélos électriques que vous avez à la commune qui sont pas spécialement tout le temps utilisés, que ce soit des camionnettes ou des minibus. On est en train de faire une étude pour le sud de l'Entre-Sambre-et-Meuse et il y a une énorme volonté de la part des associations, de la part des centres culturels, etc., de pouvoir bénéficier de temps en temps d'un bus ou d'un minibus. Pourquoi pas mettre à disposition ce genre d'engin, alors que en général ils sont à l'arrêt le week-end dans les dépôts communaux. Voilà, c'était mes deux points que je voulais partager. D'accord, super. Merci beaucoup. Nous allons passer à la question suivante. Mais donc, pour récapituler, les éléments qui me sont ressortis ici, donc c'est l'aspect financement et compter donc sur les initiatives régionales. Mais j'imagine que ça pourrait aussi être des appels à projets au niveau national s'il y en avait au niveau européen. Développer les partenariats publics-privés tout en sachant que certaines technologies sont déjà moins coûteuses que ce qu'on pense s'il y a un changement de comportement
et compter sur la mutualisation des ressources. Donc, pour la deuxième question, on se tourne vers les changements de comportement et on se demande comment stimuler les changements de comportement de mobilité en milieu rural ou semi-rural, sachant qu'il y a aussi, donc, une part, il y a les financements qui sont à des prérequis, mais il y a aussi une réelle culture de la voiture qui s'est instaurée en raison du manque d'infrastructures notamment. Et donc, comment on peut y remédier? Pour cette question, je vais peut-être demander l'avis de Audune d'abord, comme c'est sa réalité quotidienne. Audune, est-ce que tu m'entends? Je vois que je n'avais pas réactivé mon micro. Ah, Donc, effectivement, ce changement d'état d'esprit est effectivement la clé. Dans le malheur qu'on vient de connaître par rapport à la crise sanitaire et qu'on connaît toujours, j'ai le sentiment qu'il y a tout un aspect de prise de conscience et de prise de temps plus poussé chez les citoyens qui, en tout cas à l'échelle de ma commune, c'est quand même caractérisé par, en tout cas au moment où la météo était un peu plus clémente, évidemment, le fait de réaliser certains trajets à pied, en bus, en vélo, pardon, notamment pour des courses de proximité. Le fait de relier des pôles d'attractivité en vélo, c'est pas encore tout à fait une réalité, mais on voit là très clairement que lorsque des aménagements sont réalisés, ils sont empruntés pour autant qu'ils soient sécurisants et qu'ils soient adaptés à une pratique quotidienne, notamment des modes doux. Mais je crois effectivement beaucoup à ces changements de comportement par finalement le fait de voir son voisin le faire et de voir qu'on n'est pas le seul finalement à pratiquer la marche, à pratiquer le vélo et que ça rentre finalement dans les mœurs. Et c'est ça dans le cadre du territoire de ma commune. On a mis les premières rues cyclables en place. Je sais qu'on le fait dans des villes. Dans des communes plus rurales, ça existe moins et ça a été effectivement bien pris par la population. On l'a fait près d'une école primaire et maternelle qui est la plus importante de la commune. Et finalement, on voit que très clairement des retours des enseignants et des constats qu'on a pu faire par rapport au relevé de la circulation autour de l'école, ben, que ça porte ses fruits. Et je pense que cette dynamique-là, si elle avait été mise en place il y a 2 ou 3 ans, n'aurait peut-être pas été utilisée, été prise aussi bien que ça n'est le cas maintenant. Mais je crois qu'on est on tient le bon bout, en tout cas, pour faire évoluer les pratiques, parce qu'on voit qu'il y a toute une série d'aménagements, même à l'échelon régional, qui se concrétisent petit à petit et qui sécurisent l'usage des modes doux et puis plus globalement grâce au digital, au partage et à la, je dirais, une facilitation également de la multimodalité. D'accord, merci. J'aurais peut-être aimé ensuite avoir l'avis de Diego, sachant que si je me souviens bien, tu es sur un projet avec une centrale de mobilité, donc je peux aussi avoir des éléments. Oui, c'est ça. Moi, ce que je voulais juste dire, c'est que jusqu'à maintenant, et pour en avoir fait quand même quelques-uns aussi, enfin, de notre bureau a fait énormément de plans de mobilité dans les communes rurales, dans les communes urbaines, etc. C'est que les plans de mobilité, les politiques, que ce soit dans les communes ou même dans le privé, hein, jusqu'à maintenant, c'est surtout orienté sur l'offre. En fait, offrir des infrastructures, offrir des services, et je pense qu'il y a quelque chose qui a rarement été pris en compte, c'est la demande en fait. Et donc je pense qu'à ce niveau-là, il devrait y avoir plus de choses qui puissent être faites. Et donc il y a une des choses, c'est l'information, donner l'information sur ce qui existe
en termes d'offres, mais ensuite s'orienter pour les personnes qui n'ont pas cette, qui ont cette information mais qui ne changent pas, c'est accompagner ces personnes-là, lancer des programmes de formation. En fait, aujourd'hui, on forme beaucoup les gens au code de la route, par exemple. On passe son permis, on doit passer son permis, mais on n'explique pas après comment utiliser une voiture partagée ou comment prendre le transport public, parce que c'est pas donné à tout le monde. On n'explique pas spécialement où aller chercher les informations. Aujourd'hui, heureusement, on a Google et autres outils de recherche qui permettent d'aller chercher l'information. Mais nous, dans le cadre de nos activités, on organise énormément de séances de coaching, d'expérimentation. L'objectif, c'est vraiment d'accompagner les gens. Est-ce que vous avez déjà testé un vélo électrique? Non, eh ben, on va vous mettre dessus. Qu'est-ce que vous en pensez? Est-ce que vous êtes plutôt vélo pliable, vélo standard, etc. Est-ce que vous avez déjà testé une voiture partagée? Non, ben venez, on va. Ah, ça marche comme ci, etc. C'est vraiment l'objectif d'accompagner les gens dans leur changement, et ça prend énormément de temps. Et il faut savoir que acheter je vois beaucoup de communes, par exemple, qui disent ah oui, on va acheter plein de vélos électriques pour notre personnel, et que ces vélos électriques finalement terminent dans une cave et qui ont été utilisés 3 fois. Et ça, c'est assez dommage, parce que c'est généralement, tout à l'heure, Odune parlait d'opportunités. On achète sous forme d'opportunité parce qu'il y a un appel d'offres qui est fait, et donc on achète des vélos électriques. Et finalement, on ne dit pas aux gens comment l'utiliser, et on n'explique pas aux gens ce qu'ils pourraient faire avec, etc. Et donc ça, c'est vraiment un accompagnement, je pense, qui est très important à développer. Ok. C'est vrai que donc là, il y a deux éléments qui ressortent très intéressants. C'est que, comme Odune a mis en avant, il y a vraiment tout un aspect offre. Donc, il faut s'assurer que les gens aient l'opportunité de se déplacer de manière sécurisée et qu'ils aient des alternatives à la voiture. Tandis que Diego a mis en avant l'aspect demande, et être sûr que les solutions qu'on offre correspondent aux réels besoins de terrain. Est-ce que François, tu as quelque chose à rajouter ou une autre piste de solution à donner? Une autre piste, je suis pas sûr, c'est les deux grands volets, évidemment, l'offre et la demande. Il faut bien commencer quelque part, et il faut bien se rendre compte que ce qui est développé aujourd'hui sur le Mass Mobility as a Service ne répond pas du tout à la réalité des zones rurales. Non seulement, on l'a dit, parce que l'offre n'est pas toujours là, mais aussi parce que pour l'instant, ça passe encore beaucoup par des outils qui sont quand même réservé à des populations ultra digitalisées, qui sont, qui ont l'habitude de jongler entre 10 applications, mais aussi parce que du coup l'offre est là, et que c'est gratifiant, quoi, et que ça donne envie d'essayer. Et alors on se prend un peu au jeu, et c'est pas toujours la réalité des zones plus rurales. Un des éléments, du coup, pour stimuler aussi la demande, et parce que je suis assez d'accord avec Diego, c'est de réfléchir à un parcours utilisateur plus global que, par exemple, une application. C'est amener l'information sur les alternatives à la voiture dans les foyers, et avant même d'avoir déjà ouvert son Google Maps pour regarder comment je vais m'y rendre en voiture ou comment je vais m'y rendre en train. Donc sur des portails, par exemple, des administrations, via des affichages publics, le tech est en train de déployer des bornes tactiles qui vont donner de l'information en temps réel, intermodale, en rue. Donc, c'est vraiment un planificateur d'itinéraire comme vous auriez en poche, mais qui est mis à disposition en rue de tout un chacun. C'est développer des canaux un peu créatifs, comme des alertes radio, la télé. Enfin, c'est réfléchir un peu à, tiens, comment est-ce que moi, mes concitoyens s'informent, au-delà simplement de leur smartphone, quoi, pour amener en fait les changements de comportement. Si je suis chez moi et que je me rase et que j'entends à la radio, par exemple, qu'il n'y a pas de perturbation sur le réseau de train, potentiellement, ça va me donner envie d'essayer, tiens, pourquoi pas aujourd'hui prendre le train, quoi. Si je dois déjà être dans une démarche de comparer l'itinéraire en train et en voiture, le shift modal a déjà, entre guillemets, perdu, parce que alors la voiture bénéficie souvent d'outils, par exemple, comme Waze, qui sont très rassurants pour les usagers de voitures. Et donc, à ce moment-là, en fait, le choix est déjà fait, c'est déjà un peu perdu. Donc ça, voilà, élargir peut-être un peu la conception du trajet multimodal, tester les choses, ça je suis super d'accord avec Diego. Je pense que ça va avoir un impact, ça peut avoir un impact très très fort. En effet. Par contre, j'aurais juste une question avant de passer à la suivante. Donc là, je pose la question de comment stimuler. Donc, on doit jouer sur l'offre et la demande, mais quel type d'acteurs doivent être impliqués pour vous absolument pour
pour que des changements de comportement se fassent en milieu rural. Donc Diego parlait de l'accompagnement, c'est un point important, mais quels acteurs pour accompagner en milieu rural? Prenez la parole si vous avez quelque chose à dire. Quels acteurs? Je vois Madame Nissen qui parle effectivement de groupes d'action locaux, etc., qui fait ce genre de choses. Il y a des associations qui organisent toute une série de formations. Alors jusqu'à maintenant, c'est quand même très orienté vélo, hein, donc on a ProVélo, le GRAC, etc., qui organise ce genre de formation, de sensibilisation. Nous, on était à l'époque une ASBL, mais finalement on est devenu un acteur privé, mais nous, on donne des formations plus globales. Donc, on donne des formations vraiment centrées transport public, mobilité partagée, les nouveaux engins, etc. Et donc, ça, effectivement, à l'heure actuelle, il y a très peu d'acteurs qui donnent ce genre de formation globale. Et pourquoi? C'est très simple. C'est parce que c'est très dur et ça prend énormément de temps d'être formé à tout en fait. Et du coup, c'est très rare qu'il y ait des gens qui soient formés vraiment sur tous les domaines. Et donc, par exemple, récemment, je ne sais pas s'il y en a d'entre vous qui ont suivi la formation des SEM ou des SEMA à Bruxelles, mais des SEM en Wallonie, mais on met de plus en plus en avant une visite de terrain où on va vraiment faire cette visite multimodale où on va dire aux gens, bon, maintenant on veut aller là, comment est-ce que vous vous y prenez, qu'est-ce que vous allez faire, etc. Et de faire comprendre aux gens quelles sont les limites du système aujourd'hui. François disait tout à l'heure, effectivement, en milieu rural, le MAS, c'est sans doute pas le plus approprié. Et on le voit même que dans certaines villes, on fait assez régulièrement cette visite, par exemple à Namur. Il y a beaucoup de choses qui vont pas ensemble. Comment ça se fait, par exemple, que le TEC et la SNCB n'ont pas des guichets communs, ne peuvent pas donner les mêmes informations, etc., etc. Donc effectivement, au niveau des acteurs, il y en a. Ils sont encore très rares pour la mobilité globale, mais il y en a beaucoup qui sont des acteurs spécifiques, que ce soit pour le vélo, etc. Ok, merci. Je ne sais pas si quelqu'un d'autre voulait ajouter quelque chose. Mais je pense effectivement, Audrey, que tu as bien soulevé l'enjeu, en tout cas pour le milieu rural, parce que d'égal, il n'y en a pas dans toutes les zones. Et effectivement, cette question de l'accompagnement à l'échelle purement locale, et effectivement, les réflexions de deux autres intervenants sont intéressantes, qu'il faut penser au-delà de sa propre commune et voir plus large. Mais effectivement, ce processus d'accompagnement, en tout cas pour du personnel spécialement dédicacé à ça au niveau des communes, c'est une illusion de le croire. Et il faut effectivement se référer, à mon avis, à des acteurs privés, à des ASBL spécialement dédicacés pour moi, mais qu'on ne retrouve pas spécialement toujours en milieu rural. Donc, effectivement, il y a tout un travail et je pense que l'idée du parcours d'utilisateur qui avait été mis en avant tout à l'heure, c'est exactement vers ça qu'on doit tendre, mais il y a encore bien du travail avant d'y arriver. Tout à fait. François, est-ce que tu voulais rebondir ou pas forcément? Non, pas nécessairement plus que ça, pour être honnête. Pas de souci. Donc, on va passer à la dernière question. Mais si je résume, donc, comment stimuler les changements de comportement en milieu rural ou semi-rural? Donc, il faut à la fois jouer sur l'offre et la demande. Alors, peut-être que c'est pareil, évidemment, partout, mais que, disons qu'en milieu urbain, on a tendance à plus vite comprendre la demande que ce qu'il y a en milieu rural. Et donc, c'est un travail supplémentaire à faire. Et donc, pour s'assurer d'offrir la demande, il y a tout un travail d'accompagnement avec tout un tas d'acteurs différents qui ont un rôle à jouer de leur côté. Alors, la dernière... Pardon, oui. Pour donner une piste très pratico-pratique, parce qu'on l'a déjà évoqué, et moi je crois très très fort que travailler avec des petites communautés, est une façon d'atteindre tout ça, quoi. On l'a vu, il y a plein de barrières à lever. Je pense que très concrètement, une commune qui arriverait ou avec les quelques communes voisines à réunir quelques dizaines et quelques centaines de citoyens qui sont motivés de tester. Et c'est vraiment ça, Diego, à le point, je connais leur méthode, c'est vraiment cool. C'est tester. Alors tout de suite, ça crée cette masse critique de demande, quoi. Parce qu'il y a un moment, il va falloir, entre l'offre et la demande, il faut bien commencer quelque part. Sinon, ça se mord la queue, typiquement le sujet suivant.
Je pense que faire une petite communauté et travailler autour de la mobilisation comme ça de quelques personnes vraiment motivées, amener peut-être des éléments un peu de jeu dedans, de défis, de challenge, ça va augmenter la connaissance et la maturité envers ces questions-là. Et surtout, ça va créer une base solide qui peut être un bon socle de demande pour après construire de l'offre autour de ça, quoi, pour faire venir des acteurs de la mobilité partagée, des choses comme ça. Voilà. Si je peux juste rajouter quelque chose, Audrey? Allez, rapidement, mais Ouais, c'est rapidement. Non, il y a de plus en plus de centrales de mobilité qui sont en train de se créer en région wallonne. Et tu évoquais tout à l'heure la centrale pour laquelle nous on travaille pour le moment, c'était Mobile SM dans le sud de l'Entre-Sambre et Meuse. Je pense que ça peut être des acteurs clés en termes de formation, en termes d'information, etc., qui devraient jouer un rôle à l'avenir. Et je pense que c'est en développement en région wallonne. Mais je pense que ça peut être aussi accéléré à ce niveau-là. tout à fait. Pour bouger sur la dernière question, donc je vois que la ville de Wavre a déjà réagi sur ce point. Et donc, c'est vrai, on parle toujours de modifier la mobilité, mais est-ce que c'est par là qu'il faut commencer? Est-ce que, donc, au début de la présentation, j'évoquais le phénomène d'étalement urbain qu'on observe en Wallonie. Est-ce que c'est pas sur ça qu'il faut agir? Donc, voilà un peu la question de l'œuf ou la poule, mobilité ou aménagement du territoire. Et j'aimerais commencer par avoir l'avis de Diego. Ouais. Personnellement, je pense qu'il est important de travailler sur les deux. Alors, travailler sur les problèmes de mobilité, c'est régler les problèmes d'aujourd'hui. Travailler sur l'aménagement du territoire, c'est régler les problèmes qui peuvent arriver demain. Et j'abonde tout à fait dans le sens d'Amandine Capras là sur sa remarque. Est-ce que les villes et les communes ne devraient pas drastiquement revoir leur manière d'aménager le territoire? Effectivement, aujourd'hui, je pense qu'il y a encore énormément, par exemple, de villages ou autres qui sont pas traversés par des trottoirs. Je pense que ce qu'il faut faire pour les communes, pour les régions, etc., il faut donner envie aux gens de prendre autre chose que la voiture. Ça ne veut pas dire qu'il faut restreindre la place de la voiture, c'est pas ça que je veux dire, mais typiquement, je vois encore trop régulièrement la première chose à laquelle on pense quand on crée un nouveau magasin, un nouveau commissariat, etc., c'est les places de parking doivent être le plus proche de la porte d'entrée. Et souvent, quand on regarde il est souvent de l'autre côté du parking. Et je pense qu'il faut vraiment inverser cette logique. Il faut créer l'envie d'utiliser autre chose que la voiture. Ça, c'est mon premier point. Mon deuxième point, il est au niveau de la localisation. J'ai travaillé, enfin j'ai été élu à un moment donné à la commune de Grédoisseau et on a créé un centre sportif. Et on l'a créé le long de la nationale. Alors c'est très très bien au niveau accessibilité, c'est super, mais il y a quand même 4 gares sur le territoire de Grédoisseau, et je trouve ça dommage qu'on n'utilise pas suffisamment l'opportunité de, quand on crée un nouveau bâtiment communal, quand on crée un nouveau centre d'attraction, que ce soit un home pour personnes âgées, que ce soit quel que ce soit. Il faut vraiment penser à la localisation, mais il faut la penser en termes de. Alors, il n'y a pas toujours l'espace, évidemment, mais il faut penser aussi à la localisation en termes de mobilité, et donc d'être le plus proche des centres, le plus proche des moyens de mobilité qu'on a envie de favoriser, par exemple les Ravels. Et la troisième chose que je voulais mettre en avant, et elle est un peu liée à l'aspect budgétaire dont on parlait tout à l'heure. Odune parlait tout à l'heure du budget de la commune, avec 8 millions 500 000, si je me trompe pas, de frais fixes. Est-ce que c'est vraiment des frais fixes, ou est-ce que c'est des frais qu'on a toujours dépensés comme ça? Moi, je voyais à Grédoisseau, on dépensait 30% du budget ordinaire, 30% du budget ordinaire et extraordinaire dans les voiries. Donc 30%. Donc est-ce que c'est vraiment ça qu'on a envie de mettre en avant à l'avenir? Est-ce que c'est... Alors je sais qu'il y a certaines communes qui n'ont pas le choix. La voiture, ça reste une des solutions privilégiées, surtout dans les communes rurales. Mais je pense qu'à un moment donné, il faut essayer de voir si on peut pas rééquilibrer ce budget-là et se dire que le jour où
on doit faire une rue et on va dépenser 1,5 million dans la réfection de cette rue, est-ce qu'il n'y aurait pas moyen de dépenser cet argent différemment pour favoriser un changement de comportement? Voilà, c'était les 3 points que je voulais mettre en avant. Ok, merci. Je me permets de transmettre à Audin pour qu'il rebondisse éventuellement sur la question du budget et qu'il donne son avis de manière générale. Tout à fait. Moi, je suis vraiment tout à fait d'accord avec Diego par rapport à ça, parce que je suis aussi, et je fais de la mobilité et de l'urbanisme et de l'aménagement du territoire, et les contraintes à l'heure actuelle ne sont pas évidentes, et comme Diego l'a dit, il y a des choses qui ont été faites par le passé, et c'est un modèle qui n'a plus d'intérêt à être reproduit, je veux dire, et il a tout à fait bien identifié les réflexions du passé qui nous hantent toujours à l'heure actuelle, mais il y a des situations de fait, notamment sur l'obligation de prévoir du parking, etc., dans certaines rues, qui sont impératives pour la quiétude de certaines rues. Donc le modèle, on peut évidemment le changer, mais c'est du changement qui doit se faire de manière progressive pour éviter le chaos. Le chaos immédiat, je vais dire. Mais effectivement, quand on a des communes rurales, elles doivent pouvoir s'adapter à ce changement-là. Au niveau des budgets, ce qui est extrêmement difficile, c'est tout ce qui a trait aux aménagements de voirie ne dépend pas dans chaque commune uniquement du pouvoir local. Nous, particulièrement, la commune est coupée en deux par une voirie régionale. Et l'étalement urbain s'y fait autour de cette voirie régionale où il y a vraiment un aménagement du territoire qui a été fait en rebord tout le long de la commune, ce qui est regrettable, mais lorsqu'on doit faire de nouveaux aménagements, ben, on dépend du SPW et de sa bonne volonté de mettre les budgets nécessaires que pour pouvoir avoir des aménagements de trottoirs notamment qui sécurisent une grande route qui est extrêmement problématique au niveau de la mobilité. Mais effectivement, je crois que tous les investissements communaux doivent aujourd'hui prendre en compte le phénomène des modes doux. Et ça, je ne veux pas dire que ça devrait être une obligation, mais en tout cas, j'imagine mal que des communes puissent s'en passer à l'heure de la multimodalité et de l'incitation qui doit être celle des pouvoirs publics pour les citoyens de pouvoir se déplacer, en tout cas d'éviter de se déplacer exclusivement avec leur voiture. Tout à fait. François, as-tu quelque chose? Oui, alors au niveau purement local, enfin, j'ai rien à ajouter à ces regards assez pertinents et beaucoup plus ancrés dans la réalité. Au niveau un tout petit peu plus macro, comme je le disais tout à l'heure, créer de l'accessibilité au niveau enfin, à un point, si ça ne permet pas d'aller ailleurs plus facilement, ça va servir à rien, ça va pas changer le comportement. Du coup, au niveau de la région wallonne entière, il faut pouvoir de plus en plus réfléchir en plusieurs niveaux en fait. Et c'est un exercice par exemple que la Flandre a fait et qui a accouché des 13 Vervoersregio avec en fait un système assez intéressant d'un maillage structurant qui couvre l'ensemble de la région et qui est opéré par De Leyne. Et puis au niveau régional, tout un maillage de points MOB, donc on en a largement parlé aujourd'hui, mais la Flandre vient de débloquer 100 millions, 104 millions pour développer ça. Et en dessous de ça, le niveau des navettes autonomes, enfin, et des navettes à la demande. D'abord, avant autonome, ça c'est un peu plus le rêve, quand même. Mais les navettes à la demande et tout un système d'organisation du transport à la demande, qui est quand même, je pense, une des vraies innovation qui peut changer un peu les choses, voilà, qui amène son besoin en matière de planification un peu spécifique. Et donc la Flandre a lancé ce qu'ils appellent la mobilité centrale, mais qui est quand même pas inintéressant, puisque l'idée c'est vraiment, grâce à ce niveau-là de navette à la demande, de créer le lien entre l'hyperlocal et puis les réseaux de niveau supérieur, quoi. Donc c'est amener la personne jusqu'au réseau structurant, par exemple du TEC. Donc, c'est faire les quelques kilomètres, par exemple, qui la séparent d'une gare de train, d'une gare de bus ou d'un point de passage qui est plus macro, sachant que couvrir tout
avec un opérateur est très difficile, quoi. Et assurer une bonne fréquence, assurer une bonne desserte sur l'ensemble du réseau est très difficile autrement. Et ça, c'est quand même très intéressant, d'autant plus que ça permet de réfléchir et de mettre au cœur l'accessibilité aussi de la solution. Ce qui est quand même quelque chose qui est largement encore oublié aussi. Les navettes à la demande vont permettre de aussi toucher tous les publics en situation de handicap qui sont même pas considérés sinon dans ce genre de discussion. Voilà. D'accord, merci. Donc, si je récapitule, ben, évidemment, donc, il faut jouer sur les deux simultanément et voir intégrer les deux, comme François vient de le dire. Un aspect aussi qui me vient en tête, mais moi-même ayant vécu une grande partie de ma vie dans un endroit où il n'y a pas beaucoup de transports en commun, d'alternatives à la voiture, on parle d'aménagement du territoire, mais cela applique aussi les services. Donc, on voit beaucoup qu'il y a quand même beaucoup d'endroits ou des villages qui n'ont même pas de boulangerie. Donc, les gens sont forcément obligés de prendre leur voiture, s'ils n'ont pas l'aménagement du territoire qui permet de faire autrement jusque la boulangerie d'à côté. Donc, voilà, si les intervenants n'ont plus de poids, je propose que pour le débat, on clôture ici et peut-être laisser quelques minutes, il nous reste 5 minutes, si des participants ont encore des questions ou des points à faire valoir. Je scrute le chat, mais en attendant, si un de vous trois a encore un point ou quelque chose qui lui vient en tête, n'hésitez pas, c'est le moment. Je ne vois rien. Je pense que c'est parce que on a été vraiment très clair. On a tout couvert et que demain tout le monde va pouvoir installer. On a été très clair, je pense. Ah voilà. Alors la discussion est vraiment intéressante, merci. Qu'en est-il de la gestion des données, notamment de trafic en milieu rural? Je vais peut-être poser la question à Audin. Oui, ben, en fait, nous, on est en cours, entre guillemets, de notre appel à projet Smart Région, là où on va avoir des capteurs de mobilité qui seront qui seront mis sur un système d'éclairage intelligent, en fait, qui va nous permettre de capter des données. Et cet éclairage intelligent où se trouveront les capteurs de mobilité se trouve dans la zone où on a mis les rues cyclables. Mais c'est en cours de réalisation, donc on n'a pas encore de retour précis et je ne peux pas encore faire un retour d'expérience. Mais en tout cas, on veut aller vers ce type de prise d'information et de collecte de données parce que, comme on le sait dans les démarches de Smart Cities, l'utilisation des données est la clé pour orienter les comportements. Mais je ne peux pas encore parler de retour d'expérience concret, même si j'en attends beaucoup dans un quartier qui est problématique à bien des égards. Je n'oublie pas la question posée par le GAL Culturalité, mais la ville de Wavre qui rebondit sur ce qui a été dit et demande pourquoi installer des capteurs alors qu'avec des données de téléphonie mobile, on peut déjà en retirer énormément d'informations. Effectivement, mais la commune doit la commune devrait potentiellement les acheter, ces données-là. Ce qui serait pas évident pour une commune de cette taille-ci. Ça peut se faire dans le cadre du plan urbain de mobilité, par exemple à Liège. C'est de cette manière-là dont ils ont procédé, mais c'est quand même des coûts pour une commune qui sont tout à fait exorbitants. Nous, on est en pleine procédure de révision de notre plan communal de mobilité, ou plutôt de constitution d'un premier plan communal de mobilité. On avait seulement un plan intercommunal de mobilité qui date de 2003. Et là, je pense que c'est le genre de démarche que le bureau d'études qui sera chargé de faire la proposition de plan communal de mobilité fera. Mais nous, le cas échéant, c'est vraiment ponctuel dans des zones, une information en temps réel qu'on pourra utiliser. Voilà la raison du pourquoi et surtout, voilà, c'était un principe aussi d'opportunité par rapport à la technologie d'éclairage intelligent. Il y avait une capacité de mettre des capteurs qui pouvaient collecter des données de manière parallèle et sans pour autant que ça augmente le coût du projet. D'accord, merci. Une question
Pardon, si quelqu'un... Non, non, je voulais juste dire, nous, on travaille régulièrement avec les données, ce qu'on appelle les floating car data, donc tout ce qui est TomTom, etc. Mais on travaille aussi avec les données des opérateurs de téléphonie mobile, généralement Proximus. Je pense que là, la région a un rôle très important à jouer. On le voit à Bruxelles, ils ont acheté, ils ont passé un marché pour acheter toute une série de données. Je pense évidemment pour une commune, à l'échelle d'une commune, c'est très difficile de se baser sur ce genre de données, d'acheter soi-même les données. Mais je pense que là, la région devrait avoir un rôle à jouer à ce niveau-là parce qu'on pourrait trouver des arrangements très intéressants à ce niveau-là. Je pense que c'est effectivement dommage, mais je comprends tout à fait hein, qu'installer des comptages soit toujours très intéressant parce qu'on a des informations souvent pertinentes. Mais c'est vrai que du coup, ces informations, ben, vous les avez pour vous et il faudrait surtout mettre à disposition ces informations aussi aux autres communes aux alentours ou à la région pour pouvoir utiliser aussi ces données de comptage pour pouvoir éventuellement, par exemple, vous parlez que votre commune est traversée par une nationale, ben, que la région ait aussi les données à ce niveau-là, quoi. Ouais. Une petite question, bah, peut-être la question pour conclure, parce qu'on est déjà arrivé à la fin. Alice Ranquet du GAL Culturalité demande que pensez-vous de la pertinence des challenges mobilité sur les territoires ruraux? Donc, ça regroupe un peu à la question 2 sur laquelle nous avons élaboré tantôt. Peut-être avoir l'avis de Diego. Moi, je pense que c'est une excellente chose. Organiser des challenges, c'est génial. Il y a de plus en plus de petites apps ouvertes ou bien des choses très peu coûtantes. Je pense par exemple, il y a eu un challenge qui a été organisé dans l'est du Brabant wallon en septembre. Ben, c'est des choses qui peuvent être intéressantes. C'est essayer de pousser les gens avec et je suis désolé, mais c'est ce qu'on fait aussi dans toutes nos activités, mais avec des incitants à la fin, gagner un vélo électrique, gagner une trottinette, ce genre de choses-là, pour pousser les gens vraiment à se déplacer à vélo, à utiliser le transport public, à se déplacer à pied, parce que c'est comme ça qu'on va réussir à faire bouger en tout cas une partie de la. Ah ben voilà, ben c'est vous, ben super. Donc ben bravo, Madame Ranquet pour l'organisation du challenge. Je pense que ça a bien marché. J'ai regardé la présentation finale du challenge et nous on est tout à fait pour l'organisation de ce genre de challenge et d'ailleurs on se tient à la disposition si jamais. Voilà. J'avoue que pour certains de nos challenges, on est surtout orienté nous au milieu urbain, mais on est très intéressé de développer ça aussi au niveau rural. Super. Bah, sur ces mots d'encouragement, nous allons clôturer la première session de ce matin. Donc, je voudrais encore remercier nos orateurs pour leur participation, ainsi évidemment que les sponsors de l'événement que vous pouvez voir sur la bannière ci-dessous.